Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 37 de Vivant, les startups de la mort, avec Lilian Delavaux. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Vivant où aujourd'hui mon invité est Lilian Delavaux, fondateur de la start-up Life. De son passage sur M6 dans Qui veut être mon associé à la création de Life, sa start-up, Lilian nous raconte son parcours surprenant qui lui a permis de lever 1 million d'euros pour simplifier l'organisation des obsèques partout en France. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon échange avec Lilian Delavaux. Bonjour Lilian, bienvenue dans Vivant. Comment ça va déjà en cette belle journée ? Écoute, bonjour Teddy, ça va, et en Bretagne il fait un temps mi-figue mi-raisin, mais quand même ça va. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux te présenter tout simplement ? Ouais, tout à fait, donc je m'appelle Lilian Delavaux, j'ai 27 ans. Dans le milieu dans lequel on baigne, qui est celui de la mort, de la vie, etc., on me connaît comme étant le fondateur de Life. Donc Life qui, on en reparlera effectivement, a levé des sous récemment et surtout qui essaie de proposer quelque chose d'intéressant pour les familles comme les gens qui bossent dans le funéraire. On aura le temps d'en revenir. Mais avant ça, j'ai aussi eu une autre vie, puisque juste après mes études, j'ai monté une boîte qui s'appelle Immersive Therapy, qui existe toujours, hein, je suis juste plus impliqué dedans au quotidien, et qui commercialise des dispositifs de soins pour les gens qui souffrent d'acouphènes chroniques. Voilà, truc très très spécifique. Mais donc avant d'aller dans la mort, j'étais dans la santé. Donc et puis globalement tout ça, c'est un continuum. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ton parcours ? Tu as dit 2 mots sur Immersive Therapy. Avant Life, moi je t'ai connu, en tout cas la première fois que je t'ai vu, c'était dans un article Ouest France, mais il y a longtemps, où tu étais sur projet Requiem Code. Bon, tout le monde sait que Requiem Code, ça a évolué, etc. etc. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, sur le parcours, sur avant l'émission, la fameuse émission ? Ouais, tout à fait. En fait, le parcours, si je peux le faire en résumé, ça va quand même prendre 2-3 minutes. C'est déjà un parcours entrepreneurial. C'est-à-dire, même si on oublie les domaines sur lesquels j'étais, la santé auditive, puis ensuite, etc., c'est avant tout un parcours entrepreneurial, puisque moi, comment je vis mon quotidien, ma came, c'est de faire des trucs. J'ai souvent, quand on me demande de définir mon métier, c'est je crée des trucs et puis je vois si ça intéresse des gens. Dans cet ordre-là, d'ailleurs, aux grandes dames des profils financiers qui bossent autour de moi. Et du coup, en fait, Requiem Code, c'est une idée qui naît dans un contexte double. Le premier, c'est qu'il y a le décès de mon grand-père, donc je l'ai un petit peu raconté, puis c'est ce que tu avais dû voir dans cet article de Ouest France il y a maintenant peut-être 2 ans et demi, je pense. C'est qu'en fait, suite au décès de mon grand-père, je me suis rendu compte, et ça m'a vraiment frappé, hein, je ne suis pas en mode ah tiens, il y a une opportunité, etc. Ça m'a vraiment frappé, j'ai été choqué par l'impersonnalité du cimetière en particulier. Pas forcément les obsèques. D'ailleurs, je te le dis, parce que ça intéressera peut-être par rapport à Life. Les obsèques se sont très bien passées. On avait un maître de cérémonie qui était top, assez bien géré, tout, nickel, aucun souci. Par contre, justement, presque en contraste, j'ai envie de te dire, derrière une cérémonie qui s'est super bien passée, avec un maître de cérémonie qui se défonce, qui fait en sorte que tout se passe bien, que les gens se sentent accueillis, qui a toujours le bon mot, tu vois, vraiment, un mec, je l'ai trouvé vraiment à sa place. Et je pense, d'ailleurs, c'est la première fois que j'interagissais d'aussi près avec alors conseiller funéraire, en l'occurrence, mais maître de cérémonie. Et c'est la première fois que je me suis dit, waouh, le gars, impressionnant. Le gars m'a impressionné. Et du coup, en contraste total, le cimetière m'a semblé d'une froideur impossible, quoi. C'est-à-dire que j'ai ressenti dans ce cimetière qu'on tentait par tous les symboles possibles de me faire comprendre que mon grand-père était mort. Mais il s'avère que j'étais au courant. Je le savais déjà, parce que j'étais dans un cimetière. Il y en a là-dedans, tu vois. Et donc, du coup, quand même. Je vous avais dit, les gars, hein, on a vraiment une perle aujourd'hui. On n'a pas n'importe qui. Non, mais c'est vrai que du coup, j'ai eu un peu peut-être cette réflexion qui, alors peut-être quand on est dans le milieu du funéraire ou du néo-funéraire depuis pas mal de temps, peut-être que cette réflexion peut sembler naïve, mais c'est vraiment comme ça qu'elle m'est arrivée moi. Je me suis dit, il y a quand même moyen de mettre un peu plus de vie là-dedans, en fait. Moi, quand je viens ici, je veux pas me confronter à la mort de mon grand-père. Je veux me souvenir, même si ces moments sont finis, je veux me souvenir quand même de moments où il était vivant. Je veux pas me souvenir des moments où il est mort.
Et donc, du coup, suite à ces réflexions-là, j'en ai un petit peu parlé, j'en ai parlé avec mon père, j'en ai parlé avec ma femme. Et en fait, en discutant de tout ça, est venue l'idée de Requiem Code, qui est de se dire, en fait, on va utiliser, en l'occurrence, la technologie des QR codes, pardon, pour venir remettre du souvenir dans le cimetière. Pas sur un site web, dans le cimetière avec de la réalité augmentée. Juste avant d'embrayer là-dessus, j'avais dit que le contexte était double. Et en fait, l'autre partie, c'est la partie entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où cette idée, elle arrive, on est au début du Covid. Ouais, c'est ça. On est au début du Covid. Enfin, on est en 2020. En gros, on est mi-2020. Mon grand-père n'est pas décédé du Covid. Et d'ailleurs, on a eu la chance pouvoir faire son enterrement correctement, ce qui n'était pas le cas quelques semaines plus tard. Donc, je pense que j'ai aussi eu beaucoup de chance là-dessus, en un sens, de pouvoir y assister et de ne pas être confronté à cette situation très, très chaude vis-à-vis de l'interdiction de se réunir et tout. Et d'un point de vue entrepreneurial, à ce moment-là, il faut voir que Immersive Therapy, c'est une boîte qui tourne. C'est-à-dire, en fait, les efforts qu'on met dedans, quand je dis moi, mes associés et les salariés, semblent ni faire évoluer à la hausse, ni à la baisse non plus d'ailleurs, le chiffre d'affaires, comment on arrive à aider nos malades, etc. Il faut savoir qu'Immersive Therapy, ça traite 2000 patients par mois à peu près. Ok. On est quand même sur un système qui tourne, qui aide pas mal de patients, pas autant qu'il y a de patients en France sur ces pathologies-là, mais voilà. Et du coup, en fait, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Et moi, je suis plutôt un type d'entrepreneur, j'aime bien faire monter les trucs, les faire exister, les amener à la vie. Et du coup, cette phase un peu où il faut juste s'occuper d'une machine qui tourne, c'est vraiment quelque chose dans lequel je ne me retrouve pas. C'est quelque chose que je peux faire pendant un an et demi sans problème s'il le faut. Mais forcément, au bout d'un moment, c'est pas de la lassitude, c'est que je sens que voilà, j'ai envie de faire fleurir des choses. Et je sens que c'est pas ma boîte actuelle qui va le faire. Donc en fait, au moment où je crée Requiem Code, c'est un projet, c'est un side project, un petit projet que j'ai sur le côté. C'est pas je prévois même pas d'en faire une entreprise ou rentable ou ce que tu veux et tout, tu vois, à ce moment-là. Mais quand même, c'est dans un contexte où je sais que plus le temps passe, plus je sens qu'il faut que je regarde ailleurs. Donc voilà un petit peu les deux contextes qui m'amènent à Requiem Code. Et ensuite, il va se passer une période assez creuse de quasiment un an, durant laquelle je développe les prototypes de Requiem Code. J'en parle un peu autour de moi. Ça attire un peu de presse, d'ailleurs. C'est un outil que je maîtrise, la presse, de par justement mon ancienne boîte, à l'époque ma boîte courante. Je connais bien, je connaissais quelques journalistes, etc. Donc j'avais un petit peu parlé de l'idée, puis ça fait réagir en fait. De toute façon, ce sujet-là fait toujours réagir. Et je pense que quand on a le nez dedans pendant des années et des années, et même moi, tu vois, après quelques mois, je commence à m'habituer au truc. Mais en fait, ça fait toujours réagir le grand public, les sujets liés à la mortalité. Et donc, ça avait fait réagir quelques journalistes qui avaient fait quelques articles, et sans doute celui que tu avais dû lire dans l'Ouest France. Et donc, ce qui va se passer, et qui est peut-être le facteur chance aussi là-dedans, il ne faut pas se mentir, il y a toujours un facteur chance fort dans l'entrepreneuriat, même si on l'entretient, on le questionne et tout, c'est qu'en fait, parmi ces articles de presse, il y en a un qui va tomber sur le bureau d'une chargée de prod d'M6 et qu'elle va décider, je pense en décembre 2020, de décrocher son téléphone et de me demander si ça ne m'intéresserait pas de participer à une émission qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» Tu n'as pas pris l'initiative d'y participer? Non, j'ai pas pris l'initiative d'y participer. Et pour être franc, au moment où elle me contacte, Requiem Code, c'est Requiem Code. Live, ça n'existera que 7-8 mois plus tard, donc bien après le tournage. Je vais raconter un peu comment, si tu veux que j'en parle un petit peu. Voilà. Si tu le souhaites. Donc, on est vraiment sur Requiem Code et Requiem Code. Et c'est toujours, même si en fait, plus le temps passe, plus je grignote de mon temps de travail pour bosser sur ce petit side project qui est Requiem Code, et plus je me dis, bon, est-ce que vraiment je suis très utile dans ma boîte actuelle, etc. Donc plus je libère du temps, si tu veux, pour Requiem Code. Mais à ce moment-là, on est encore au stade où c'est un side project. Donc j'ai quelqu'un qui m'appelle, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Alors moi, il faut savoir que c'est une anecdote très très courte. J'ai déjà été contacté quand je présentais ma précédente entreprise aux États-Unis. J'avais déjà été approché par Shark Tank, qui est la version américaine, ça s'appelle Shark Tank, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en termes de bienveillance, on n'est pas là. Et j'avais refusé à l'époque de participer à Shark Tank, donc qui est un peu le même principe. C'est des investisseurs, tu viens pitcher dans des investisseurs et puis ils te mettent ou pas, etc. Mais en fait, c'est très télé-réalité, ils te mettent des taquets. C'est vraiment fait pour ça clash, ou soit les mecs, c'est The Voice en fait, c'est-à-dire que soit le jury chiale, soit il te dit t'as aucun avenir, quoi. Okay. Et j'avais pas aimé la démarche, et même si j'avais été approché par Shark Tank, je l'avais pas fait. Donc en fait, quand il m'arrive, je me dis tiens, qui va être mon associé? Je me souviens même pas si j'avais entendu parler de la première saison. Je me dis juste, bon, ça a l'air d'être Shark Tank. Et j'ai mis pas mal de temps avant de me décider à le faire ou pas. Et surtout, en fait, j'ai regardé la saison 1 et je me suis dit, mais
si je leur présente quelque chose, si je leur présente Requiem Code, mais je vais passer pour un débile. C'est un projet de côté, ils en ont rien à faire de ma boîte dans la santé. Et je comprends, parce que faut pas déconner, c'est de la télé, ils veulent des choses qui se montrent, qui sont un peu impressionnantes, etc. Et je me dis, c'est quand même dingue cette histoire, c'est que si j'y vais, je vais présenter un projet qui est très très jeune. Et ça me faisait beaucoup peur. Ça me faisait beaucoup peur, j'avais pas envie de passer pour un con. Et après, j'en ai discuté avec mon entourage, ma femme, mon père, ma soeur, ma mère, tout le monde qui était là. Voilà. Enfin, qui était là, non, mais j'en ai parlé. Et ensuite, je me suis figuré un truc que je fais souvent. Je me suis figuré dans 5-10 ans, voire même sur mon lit de mort. C'est un truc que j'applique souvent. Je me suis figuré sur mon lit de mort et je dis, est-ce qu'il y a un monde dans lequel je pourrais regretter de m'être amusé? Parce que je me suis dit, au pire, si ça foire complètement, je me serais amusé. Tu vois. C'est très important pour moi de s'amuser. C'est un de mes critères fondamentaux pour entreprendre une action. Je me dis, est-ce que je regretterais de m'être amusé et de passer sur une télé nationale pour présenter un projet, fut-il à l'époque pas très, très abouti? Je dis non, je ne regretterai pas ça. Donc, j'ai dit, allez, on y va, on tente. Donc, conformément à mon habitude, j'avais un quotidien tranquille et je l'ai complètement foutu par terre parce que c'est devenu giga stressant, ce truc-là. Parce qu'en fait, entre le moment où j'accepte et le tournage, il y a quoi? Il y a 1 mois et demi. Ok, donc super court. La boîte, elle est déposée au greffe 48 heures avant le tournage. Bien sûr. Bah oui, Bah, évidemment. Pourquoi pas? Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà comment on arrive. Enfin, voilà le contexte dans lequel j'arrive au tournage. Et du coup, dans cette émission, je me dis qu'on va venir me chercher sur la maturité du projet. Et en fait, j'ai quand même pas mal touché. Le sujet de la mortalité, c'est un sujet important pour moi depuis plusieurs années. Même, j'ai des souvenirs très très jeunes d'être confronté au sujet, de commencer à essayer d'interroger en moi cette espèce de non-sens qu'est la mort, etc. D'essayer de le challenger, de comprendre comment j'ai envie de vivre avec ou à côté. Donc moi, je suis un peu habitué. Et je me dis, bon, moi, sur ce sujet-là, il est un peu surprenant, mais on va surtout venir me chercher parce que le truc n'est pas mature, quoi. Et quand je vais passer dans un contexte particulier, puisque normalement on est censé passer 2 heures dans les studios et que suite à une erreur technique, je suis resté 48 heures dans les studios. Ce qui fait que j'étais dans un état en fait où toutes les 2 heures on me disait c'est à toi. Mais c'est pour ça que tu transpirais à la télé, en fait, non. alors. Mais pourquoi tu balances des trucs comme mais ça? Tout le monde a vu les images, Lilian. Tout le monde a vu. Non, par contre, j'ai réussi à dire 0 € de chiffre d'affaires comme ça, avec beaucoup de fierté. Oui. Donc en fait, en réalité, toutes les 2-3 heures, on me dit c'est à toi, et en fait non. Pendant toute une journée, et puis je passerai le lendemain en fin de matinée. Donc je reste très longtemps dans le studio. Je suis dans un état je suis à vif, quoi. Je suis incandescent. Et là, il se passe un truc finalement où je suis très surpris. Et je m'étais tellement monté la tête sur le fait que ces investisseurs allaient me chercher sur le domaine de l'investissement. En plus, j'ai une boîte derrière moi. J'ai déjà été en contexte de levée de fonds. Je sais comment ça se passe. Que j'étais très surpris de voir que sur les 5 personnes en face de moi, il y en a 4 qui renient en bloc l'idée. Je ne leur en veux pas personnellement, mais par exemple, Marc Simoncini, qui dans toute la saison 1, à chaque fois qu'il y avait un candidat qui avait un truc à faire tester, était le premier à se lever spontanément pour aller tester. C'était un peu le monsieur testeur, il avait voir le truc. Et je ne sais pas si ça a été gardé à l'écran, moi j'en ai un souvenir vif. C'est que je dis, voilà, vous pouvez venir tester. J'ai mon téléphone dans la main, j'ai les codes qui sont posés pour vous montrer. Et je propose de venir tester. Et j'ai Simoncini qui fait, non, ça, c'est fort comme geste. Et je suis en mode, monsieur Test, il n'a même pas envie de tester mon truc tellement il est mal à l'aise avec le sujet. Et c'est le cas d'un peu tout le monde. Il n'y a que le fondateur de Ledger qui, en l'occurrence, a dit « je n'y vais pas parce que je pense que le projet n'est pas assez mature ». Et je le comprends. Et je le comprends. Donc je me retrouve face à un mur de 86 heures, sauf un, qui est Anthony Bourbon, que je connais que médiatiquement à cette époque, puisque voilà, j'ai un peu vu qu'il était gars parti de rien. Globalement, c'est un peu la figure. Je pense que c'est une figure un peu française du self-made man. Et pour le connaître personnellement aujourd'hui, c'est vraiment pas une vanne. C'est pas une image qui se crée ou quoi, etc. Quand on sait d'où il est parti, ce qu'il a fait et où est-ce qu'il est aujourd'hui, même si, on le rappelle, il y a toujours un facteur chance, opportunité, etc. C'est quelqu'un qui s'est construit tout seul et qui, du coup, je pense, c'est un peu reconnu dans ce projet qui était très jeune, qui attaquait un marché ambitieux, qui attaquait un marché tabou. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, c'est Anthony le seul qui se positionnera favorablement sur les sujets du sexe aussi, avec, je crois, Marie, si je ne dis pas de bêtises, de Puissante, qui était venue présenter des sextoys. C'est le seul qui va en fait être sérieux durant cette présentation. D'ailleurs, ça a été vivement critiqué, le fait que tout le monde se marre. Enfin, bon, voilà. Pour moi, les Eros et Thanatos, la mort et le sexe, c'est un peu des sujets qui ne sont pas très, très mis en avant dans la société. Et finalement, c'est le seul, en gros pour moi, sur Requiem Code, qui veut dire, OK, on peut sans doute faire un truc ensemble. Et il va investir dans la société 40 000 €. Alors,
À l'échelle de ce qu'on voulait faire, c'est entre guillemets pas grand-chose. Mhm. Je dis ça parce qu'évidemment, quand je dis 40 000 euros, c'est pas grand-chose. Je le dis à l'échelle d'une entreprise qui se développe et qui veut développer des choses comme ce que nous on fait aujourd'hui. Mais c'est suffisant pour payer les factures, commencer à construire quelque chose et puis démarrer une collaboration. Et en fait, je pense, et sans trop m'apesantir sur l'émission Qui veut être mon associé, je pense qu'il y a un truc qui est très important et je ne serai jamais assez grateful, comme on dit, remerciant. Reconnaissant, merci. Oh, je ne serai jamais assez sans doute reconnaissant pour ça. C'est qu'en fait, l'émission, elle est très premier degré en réalité. Et elle s'appelle Qui veut être mon associé, pas Qui veut être mon investisseur. Et ça, quand on n'est pas dedans, on se dit oui, bon, c'est pareil. C'est très, très différent. Puisqu'en réalité, ce jour-là, certes, je donne donc du coup, je confie 25% des parts de ma boîte créée 48 heures avant à Anthony Bourbon. Oui, créé, après déposé au greffe, quoi. Le projet, il a du temps, mais bon, c'est vrai que ça me fait un peu marrer. C'est compris. Je confie 25% du capital à Anthony. Il me confie 40 000 euros pour que je commence à travailler sur mes sujets. Mais surtout, à ce moment-là, je gagne un allié, en fait. Et un allié qui n'est pas, certes, qui peut être un petit peu à les poches remplies et qui peut peut-être m'aider financièrement, mais surtout un allié qui a pigé beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat que moi, tout en n'étant pas beaucoup plus jeune que lui, j'ai une boîte derrière moi sur un domaine très spécifique. On n'a pas eu beaucoup de croissance non plus. Et donc, du coup, je gagne quelqu'un qui va pouvoir m'aider notamment sur la marque. Parce que c'est le grand dada d'Anthony Bourbon, c'est la marque. Il adore les marques. Bon, Feed, tu connais, c'est une marque de nourriture. Mais même dans les boîtes dans lesquelles il investit, il aime bien les marques fortes. Et en fait, ce qui va se passer, et pour clôturer un peu l'arc et la transition un peu chrysalide vers Life, en fait, ce qui va se passer, c'est que lors de notre premier échange qui a lieu peut-être, je pense, 6-8 semaines après le tournage, parce que la prod veut pas trop qu'on embête, veut pas qu'on commence à échanger avec les investisseurs trop vite après le tournage, parce qu'ils ont d'autres tournages à faire, donc ils veulent qu'ils soient focus. Mais bon, voilà, on respecte, on signe des contrats. Je suis engagé par contrat à 2-3 trucs, mais rien de bien grave, juste de ne pas les embêter dans ce temps-là. Et en fait, 6-8 semaines après le tournage, on se retrouve en visio tous les deux. Et un des premiers trucs qu'il va me dire, c'est « mais est-ce que tu n'as pas envie de faire plus ?» Est-ce que dans le domaine du funéraire, qui est si particulier, ça, est-ce que tu n'as pas envie de faire plus ? Et en gros, sa proposition est un peu la suivante, c'est « je peux t'aider à structurer un truc que aujourd'hui, c'est peut-être pas structuré, ce qui était mon cas à l'époque. Je peux te trouver un peu de fonds pour t'aider à structurer un truc plus gros qu'avec 40 000 euros. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a moyen de faire mieux ? » Et en fait, moi, du coup, ça fait à ce moment-là peut-être 1 an et quelques que je regarde, que je bats le pavé, que je vais discuter avec des pompes funèbres et tout. Avec des conseillers funéraires la plupart du temps, avec des chefs d'entreprise de temps à autre. Et je vois des choses, je vois ce qui marche, je vois plein de trucs qui marchent, sans aucun doute. Je vois aussi des moments où, en fait, c'est même pas une question de la bonne volonté des gens qui bossent comme conseiller funéraire ou qui proposent des devis, c'est que malgré tout, en fait, le sujet est fait de manière à ce qu'il y ait un manque de transparence réel ou ressenti. Des fois, c'est réel, c'est-à-dire que vraiment, on sait qu'il y a des pratiques qui sont un peu shady et tout, mais je sais aussi que ce n'est pas la majorité. Derrière, tu as aussi des moments où en fait, les pratiques ont beau être clean sur les référents pour les obsèques, les référents des familles pour les obsèques vont pas se sentir à l'aise avec la manière dont c'est passé, vont pas être sûrs. Je vais le dire très clairement, même si ça s'est super bien passé et si ils ont eu un devis giga clean, ils vont peut-être avoir le sentiment de se dire est-ce que je me suis pas fait avoir, tu vois. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, même si ça s'est bien passé du côté de l'APF, c'est un ressenti un peu au détriment finalement de la relation entre les deux. Et donc, cette vision-là de la transparence, elle va pas mal le traverser. Et donc, je commence à expliquer à Anthony que je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour, en tout cas pour une certaine catégorie de la population, transformer un peu le parcours obsèques et venir le digitaliser. Surtout qu'on est en 2021 à l'époque, 2022 maintenant, et qu'on sait digitaliser des parcours qui aujourd'hui sont à la main. Et presque comme une blague, durant nos échanges, et comme je l'ai dit, Anthony a un gros focus sur les marques, on se dit, voilà, Requiem Code, c'est encore trop dans une vision très peut-être un peu passéiste. En tout cas, moi, c'est pas celle que je défends, même si je la respecte, de la mort. En fait, j'avais mis Requiem Code juste que c'est un jeu de mots avec QR code. Et on se dit, il faudrait vraiment prendre le contre-pied de ça. Et je dis, attends, si on veut prendre le contre-pied, live, quoi. Et voilà. Life. Donc voilà, en fait, comme on arrive à Life, c'est si tu veux la rencontre entre moi qui est un petit projet et des grandes idées derrière, et Anthony qui me dit écoute, le petit projet on va le continuer, mais on peut adresser les grandes idées dès maintenant.
Et donc voilà. Et en l'occurrence, en fait, tu te rends compte que le point sur lequel t'es venu me challenger au tout début, c'est machin, vous allez des millions et tout et tout. En fait, ça découle assez vite après, puisqu'une fois que ce projet-là est défini, on trouve des investisseurs qui ont un fort intérêt à venir accompagner ce projet-là. Et effectivement, on lève 1 100 000 euros. Alors, enfin, réellement en décembre, on en a fini de signer en février. Et tu as dit un truc tout à l'heure, tu as dit, bah voilà, en tout cas, ce rapport à la mort, en tout cas la mort, la vie, etc., c'est un truc qui te taraude depuis un moment. Tu peux nous en dire un mot en quelques minutes, s'il te plaît? En fait, le souvenir le plus précis et récent que j'ai, enfin, le plus vieux, je veux dire, que j'ai, je pense que je devais avoir peut-être 12-13 ans et je commence à faire des expériences de pensée. Parce que je vois bien qu'on peut mourir. Il m'advient que nous sommes mortels. Ah. Et que être vivant est un état relativement transitoire, dans la mesure où on ne l'est pas pendant vachement longtemps, puis on l'est, et puis on l'est repus pendant vachement longtemps. En tout cas, si tu envisages une ligne de vie d'un individu et de son identité, quoi. Et du coup, je m'en souviens, c'est des souvenirs qui m'ont pas mal marqué. Je suis dans mon pieu, gosse, dans ma chambre, et je m'imagine mourir. Et ça me terrifie. Ça me défonce, en fait. Psychologiquement, c'est une gigantesque claque dans la gueule, surtout la première fois que ça m'est arrivé. Et en fait, c'est presque une sorte de... Je sais pas comment dire, c'est un peu comme sauter dans le vide, même pour faire un saut à l'élastique ou quoi, etc. À chaque fois, c'est une expérience que je dois faire consciemment, c'est-à-dire que ça vient pas parasiter mon quotidien, ça me tombe pas sur la tronche tout seul. En plus, quand on est... il a fallu que j'attende un certain nombre d'années avant que j'ai le sentiment que ça me concernait. Donc là, j'étais vraiment en mode, je suis jeune, j'ai 12 ans, enfin, jusqu'à mes 18, même 20 ans, tu vois, je me sens pas concerné par le truc, mais volontairement, je me mets dans la situation. Et je m'imagine au bord du gouffre. Et ça me déglingue. Et je commence à nourrir une aversion certaine pour le fait que la vie soit limitée. C'est pas la mort qui me gêne, fondamentalement. Et en fait, en off, tu m'avais posé presque pour une vanne la mort pour ou contre, et je t'avais dit contre parce que c'est pas choisi. Et je pense qu'en fait, très vite dans ma philosophie, je vais développer plusieurs choses. Un, je suis très content d'être vivant. J'adore ça. Je kiffe ça. Je peux supposer, et je pense que je peux comprendre que des personnes soient dans certaines conditions. On peut en parler si tu veux. J'ai mis pas mal de temps à comprendre. Aujourd'hui, je comprends que des gens puissent avoir envie d'en finir avec la vie pour plein de raisons. On parle de fin de vie assistée, de choses comme ça, etc., des choses qu'on peut faire en Suisse, tout et tout. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, et jusqu'à présent, je suis profondément heureux d'être vivant, et tellement heureux que je regrette déjà amèrement la fin, tu vois. Et ça va un peu me suivre. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un sujet, mais auquel je pense, j'ai pensé peut-être pas une fois par jour pendant depuis que j'y pense, mais quasiment en fait. Régulièrement, ça me revient. Alors évidemment, depuis que je suis sur Life, régulièrement, puisque le sujet me touche. Et du coup, en fait, je vais faire quelques avancées majeures il y a 3-4 ans, tu vois, après avoir jonglé beaucoup avec le sujet. Déjà, justement, là, j'en parle à l'instant, j'ai compris le suicide il y a 3 ans. J'ai envie de montrer à tout le monde que la vie peut être belle, etc. Mais notamment dans certains cas, en fait, le suicide, c'est un problème philosophique assez fort, le problème du suicide. D'ailleurs, je crois même littéralement intitulé comme ça. En tout cas, c'est comme ça que j'en ai parlé avec ma prof de philo en terminale, au passage, qui est maintenant la philosophe de Life, et avec laquelle on travaille certains sujets derrière Life, tu vois, même si on lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. Mais donc je l'ai compris. En fait, j'ai essayé de commencer à réussir à prendre de la distance, c'est-à-dire à affronter l'aporie, c'est-à-dire l'espèce de manque de sens ultime de ne plus être et de ne plus exister. Et en fait, je me suis dit, ça commence à me pourrir la vie. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'avais, je pense, là aujourd'hui j'ai 27 ans, vers mes 24-25 ans, ça a commencé à arriver sans que je le veuille. C'est-à-dire que je faisais potentiellement des fois des petites crises d'angoisse passagères. Alors, je suis en train de faire mes courses et je me dis, tiens, Lilian, tu vas crever. Bam. Et là, genre, mais je suis quasiment souffle coupé, quoi. Ça ne me va pas, ça ne me plaît pas, tu vois. Et je me suis dit, ça va pas du tout, parce que si c'est un fait que je suis mortel, alors autant que possible, il faut pas que ce fait en lui-même vienne niquer le temps que j'ai à vivre. Pour être très clair. Tu vois un peu le truc. Et donc, du coup, j'ai commencé à un peu travailler ça. Et en fait, je pense qu'il y a aussi un peu cette réflexion-là qui était en cours, et cette capacité à apprivoiser le truc, qui est un truc que j'ai jamais fait. Moi, je suis j'aime bien réussir ce que je fais, tu vois. Donc, si j'aime bien être vivant, j'ai pas envie de mourir, évidemment. Et donc, du coup, sauf que là, c'est inéluctable. Et du coup, j'avais du mal à me faire ce côté inéluctable, parce que quel que soit le projet un peu fou que je me lance, même si les chances de succès sont de 0,1%, je peux réussir.
Et tu as toujours ça auquel te raccrocher. Et en fait, vis-à-vis de la vie, je me dis, bah non, dans 100 piges, je ne suis plus là, je ne suis plus sur Terre. Et il n'y a pas 0,1% de chance. Il y a 0% de chance. Si c'est pas 100, on s'en fout, c'est 200 ou 1000. Mais le fait est qu'il y a zéro, en fait. Et le zéro, ce n'est pas une valeur que j'appréciais beaucoup dans ce contexte-là. Donc voilà, donc j'ai commencé à me dire, Lilian, il faut que tu apprivoises le truc beaucoup mieux que ce que tu fais actuellement. Il faut que tu arrives à faire la paix avec ça, avancer, etc. Et je pense que dans le fait de vouloir monter une boîte qui s'appelle Life, même Requiem Code, il y avait déjà ça un petit peu. Au-delà de l'événement fondateur du lycée de mon grand-père qui m'a donné l'idée en tant que telle, il y a le fait de se dire, moi, quand il y a un truc qui me saoule, je l'aborde à fond. Quoi, tu vois. Il y avait un petit peu un côté un peu revanchard vers moi-même. C'est, tu as des problèmes à gérer de la notion de mortalité? Et si tu montais une boîte exactement sur ce sujet? Et si tu en faisais ton quotidien? Parce qu'en plus, dans mes boîtes, je suis très, très impliqué, je bosse énormément. Je n'ai pas une super top division pro-perso. C'est-à-dire que ça fait tout mon quotidien. D'ailleurs, heureusement que ma femme est associée dans la boîte parce qu'on passe pas mal de temps à en parler de ça. Et que si ce n'était pas le cas, ce serait chaud parce que je vis beaucoup pour ça. Et du coup, il y avait une sorte. Alors, moi, je suis athée, mais d'acte de foi en un sens, en fait. Dans le fait de dire, je vais monter Life. Et il y a intérêt à ce que je fasse la paix avec le truc. Tu vois, je me mets ce qu'on appelle une ordalie, en fait. Je me mets dans une situation où je ne peux pas ne pas faire la paix avec le truc, ou en tout cas ne pas trouver une solution. Et a priori, dans le cas de la mortalité, à moins que j'ai vraiment une pilule miracle, la solution sera une forme d'acceptation ou des éléments amenant à l'acceptation. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais du coup, tu vois, c'est un rapport en fait dès le début assez conflictuel. Donc oui, tu as été très très clair. Par contre, la seule question qui me vient, c'est pourquoi tu n'as pas monté une boîte sur la cryogénisation ou quelque chose comme ça? Je sais que les Américains vont aller peut-être plus vite que toi, mais quand même. En fait, ça m'intéresse, mais les technos sont vraiment pas matures. C'est-à-dire que... Alors, vous ne voyez pas sa tête, hein, mais il me dit ça d'un air hyper sérieux. C'est assez non, mais... en fait, en réalité, quand je me confronte à ce sujet-là, j'ai retrouvé des notes récemment. Je voulais faire un projet que je voulais appeler Lazarus et qui aurait été en l'occurrence je voulais l'appeler Lazarus ou un acronyme de Lazarus en référence à Lazare dans la Bible qui est un ressuscité par Jésus. Bon, alors pour un athée, ça fait bizarre, mais c'est pas grave. C'est une des figures de la résurrection qui est comprise par un peu tout le monde. Et je voulais à un moment donné lancer en fait une newsletter sur toutes les technologies liées à l'allongement de la vie. En fait, à minima, tu vois, sans parler de vie éternelle. Et quand je parle de vie éternelle, je parle de vraie vie éternelle. Pardon, excuse-moi. Désolé pour mon audience croyante. Quand je dis vie éternelle, je parle de vie éternelle physique, biologique, matérielle, dans ce monde. Parce que, en l'occurrence, avec mes croyances, il n'y a que celle-là qui m'intéresse et je ne m'intéresse pas aux autres, à tort ou à raison. Je le saurai dans 80 piges à peu près, ou un petit peu avant. Et donc, en réalité, je me suis beaucoup intéressé à ça, mais tu vois, justement, je pense que c'était peut-être ma première étape de maturité. Ça a été de me dire, est-ce que vraiment je veux me raccrocher à ça? En fait, alors, attends, ne nous mentons pas, t'as dit. Si demain, il y a une techno de cryo qui fonctionne à peu près, mais je souscris. Je suis sûr à 100%. Oh. Alors, faut voir les différents trucs, mais si demain, on peut s'uploader dans un ordinateur, mais genre, je fonce. Aucun souci. J'aimerais éviter d'être enfermé dans MS Paint pour une éternité. Mais avec 2-3 exigences sur l'OS, ça ne me gêne pas. Alors c'est à moi de vous décrire sa tronche parce que là, il parle correctement. Ouais, là, c'est très, très... Ouais, je suis pété de rire. Je vais juste faire une parenthèse, du coup, description pour toutes les personnes qui n'ont pas connu MS Paint, parce que c'est quand même... c'est très connu, MS Paint. Mais c'est quand même un peu une vanne de geek. Hein. On peut et qui commence à être vieille en plus. Et qui commence à être vieille parce que moi j'ai 10 ans de plus que toi, donc tu vois un peu le truc quand même, c'est assez fou. Mais en tout cas voilà, donc MS Paint, c'était sous Windows 95, 98, il y avait ça, et ça permettait de faire des petits dessins pixelisés très très dégueulasses. Ouais, carrément, très moche. Et voilà, donc... Mais du coup, je nourris toujours une profonde affection pour ces sujets, mais en fait, c'est juste un calcul de risque. Je pense qu'il est risqué pour moi de vivre comme si j'étais sûr de pouvoir allonger ma vie. Je ne parle pas d'immortalité encore. Je pense qu'il est risqué pour moi de vivre en me disant je vais trouver un moyen de vivre 200 ans. Enfin, quand je dis je, la société, etc. Donc, je préfère faire la paix avec... Et ça, c'est mon côté un peu... Moi, je suis un gars... Je me lève le matin avec le sourire d'un optimiste, mais je prévois
mes actions comme un pessimiste. Je fais toujours très gaffe à ça. Et du coup, je préfère faire la paix avec le fait que je vais probablement décéder quelque part entre, je l'espère, 70 et 100. J'aimerais vraiment pas être dans le lot des gens qui font un AVC à 50 piges, ça me plairait pas du tout. Et même j'ai quelques actions correctrices sur ma vie, sur mon hygiène de vie à faire, et je les fais juste pour ça, quasi exclusivement pour cette raison-là. Et au pire, ce sera la cerise. C'est une chanson de Matmata d'ailleurs. J'aime beaucoup, beaucoup la cerise. Ce sera la cerise sur le gâteau. Si vous dites, bah tiens, en fait, tu as 50 piges de plus à vivre, bah, alors je serais ravi. Mais du coup, alors parce qu'à l'inverse, ça c'est un peu un pari de Pascal personnel. À l'inverse, si je me dis, c'est bon, je peux vivre ma vie tranquille, je vais monter jusqu'à 200 ans parce que je suppose que la technologie de mon vivant va faire les efforts. Si je ne l'ai pas, je vais passer à côté de la seule chose que j'ai, c'est-à-dire mon existence. D'Ivoire, la vie, la mort pour ou contre, j'ai déjà posé la question. La vie après la mort, bon, on a compris ton point de vue là-dessus, donc j'ai pas de troisième question. Est-ce que tu aurais, toi, je dirais des ressources, en tout cas des choses, toi, qui t'ont inspiré ou qui te paraissent utiles de partager sur la vie, la mort, tout ça, tout ça? Je sais que tu es assez branché philo quand même. La vie, la mort, tout le reste, péché à la vie. Alors, plusieurs ressources, je pense, moi, il y a deux ressources auxquelles je pense spontanément. 2 livres, une série, un jeu vidéo. Tu vois, je vais rajouter un jeu vidéo. Les 2 livres. Le premier, c'est celui que j'ai lu vraiment au tout début de Life, qui s'appelle. Alors, est-ce que je le dis? Alors, j'en ai beaucoup parlé. J'en ai beaucoup parlé par ailleurs sur mes réseaux sociaux. C'est A Beginner's Guide to the End. Je crois savoir qu'il a été traduit en français. Un livre de B.G. Miller et Shoshana Berger, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, vous pouvez trouver ça, Beginner's Guide to the End, qu'on pourrait traduire un peu, je ne connais pas la vraie trad, mais un peu par mourir pour les nuls, ou plutôt la fin pour les nuls. Et en fait, c'est un livre qui s'adresse aux gens, alors qui s'adresse principalement, et dans le ton, et donc à qui il s'adresse vraiment, aux gens qui se savent mourants. Est-ce plusieurs années, est-ce plusieurs semaines, plusieurs jours? Ça s'est adapté. Et en fait, qui va adresser, je pense que c'est le bouquin qui m'a prouvé qu'on pouvait parler de ce sujet-là à des gens concernés avec un ton exceptionnel. C'est-à-dire que ce livre n'est jamais inquiétant, n'est jamais à l'inverse, tu sais, dans la complaisance. Enfin, moi, franchement, le jour où je suis sur mon lit de mort, je veux pas de complaisance. Je veux pas qu'on me dise ah machin, mais si, ça va bien aller. Non, je suis en train de crever les gens. Donc parlons, enfin voilà, évacuons l'éléphant dans la pièce comme on dit, tu vois. Et je pense que c'est un livre qui le fait exceptionnellement bien. En fait, en étant surtout très très pragmatique. A Beginner's Guide to the End, c'est un bouquin qui te dit bon voilà, c'est presque, mais c'est vraiment ça, c'est vrai. Bon, vous allez mourir, c'est ok. Vous aimez sans doute pas ça, mais on va faire en sorte que ça se passe bien. Et je trouve ça d'une limpidité exceptionnelle. J'ai du mal à le retranscrire. J'avais tenté une traduction un petit peu en français pour essayer de faire ressortir ce ton. Et globalement, c'est le ton que j'essaie d'utiliser quand j'écris des choses dans cette veine-là. Alors aujourd'hui, j'écris beaucoup de choses un peu plus commerciales pour les pompes funèbres, etc. J'essaie toujours de garder ce ton-là et je le trouve à la fois candide, en fait. Innocent, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tu ne sens pas le poids de ce fardeau lié à la douleur qu'on a à parler du sujet, etc. Et pour autant, c'est très efficace. Donc ça, c'est mon première ressource, Beginner's Guide to the End. Maintenant, on va passer sur des ressources plus artistiques et peut-être un peu plus, entre guillemets marrantes. Nombre numéro 2. Nombre numéro 2, exactement. Ils ne sont pas dans l'ordre. Mais c'est des ressources, tu vois, si je devais conseiller des ressources autour de ça, en fait, c'est le recueil de sketchs de Desproges, gros amateur de Desproges, qui s'appelle Vivons heureux en attendant la mort. Et je sais que, bah, tu vois, j'avais dit que dès très jeune, c'est un sujet qui me parlait. Et du coup, quand je suis tombé là-dessus, même si Desproges, tous ses textes ne parlent pas de la mortalité, mais il en a quand même certains qu'il a écrits alors qu'il savait qu'il avait son cancer qui le rongeait et qu'il se savait mourant. Alors, il y en a, ça se voit parce qu'il en parle, d'autres, ça ne se voit pas, il faut savoir à la date à laquelle il l'a écrit. Néanmoins, ce recueil s'appelle Vivons heureux en attendant la mort. Et je pense que c'est juste le titre m'avait fait bugger à l'époque. J'avais déjà écouté les trucs de Desproges et donc, du coup, je pense pour un Noël ou un anniversaire, on m'a offert le recueil. Je me dis, ah putain. Et j'avais commencé à entrevoir qu'il était possible de traiter le sujet avec humour, en l'occurrence, l'humour étant mon arme de défense absolue contre à peu près tout ce qui peut m'arriver, personnellement, et même parfois une arme d'attaque et juste un style de vie. Et si vous aviez nos échanges en off avec Teddy, vous sauriez que l'humour a sa place. Et donc, ouais, Vivons heureux en attendant la mort de Desproges, ça m'a beaucoup marqué, et finalement, c'est presque juste pour le titre, quoi. Tu vois, quand je le vois, je fais, ouais, t'as raison, en fait. Donc ça, c'était la ressource numéro 2. C'est la ressource Numéro 3. Numéro 3. Un jeu vidéo, il faut être assez déterminé parce que le jeu est long et chiant et c'est fait exprès. Un jeu qui est d'Hideo Kojima qui s'appelle Death Stranding.
Alors, à conseiller aux gens qui sont quand même habitués au jeu ou quoi, etc. Si vous pensez que ce jeu est compliqué, assez long et assez lourd, c'est normal. Et c'est un jeu dans lequel, en fait, le rapport à la mort est absolument central. Absolument central. Personnellement, j'ai joué à beaucoup de jeux qui traitaient le sujet de la mort et je suis toujours un peu déçu parce que souvent, c'est traité de la même manière. C'est en fait, tu as beaucoup de jeux qui sont en fait des grosses métaphores des 5 étapes du deuil. Déjà, 5 étapes du deuil qui sont contestables dans leur réalité, ou en tout cas dans leur absolue nécessité. Et voilà. Moi, je sais pas. Je suis pas trop fan. J'ai envie de dire oui, d'accord, ok, j'ai compris. Il y a des jeux comme ça qui te font traverser des étapes de manière très très jolie. Hein. Pas super. C'est pas ce qui me fait triper. Ce qui me fait triper, c'est des vrais problèmes. Pas juste, viens, on t'a fait un calque d'un modèle psychologique particulier qui s'appelle les 5 étapes du deuil. Parce que, en fait, de la même manière qu'il y a beaucoup de séries ou de livres qui se finissent par et en fait, il se réveille et c'est un rêve, il y a beaucoup de jeux où quand tu écoutes les devs, ils vont te dire ah oui, mais en fait, c'était pour faire symboliquement les étapes du deuil et tout. Par contre, Death Stranding, pour le coup, c'est l'inverse. Il y a un point de vue très, très science-fiction dans lequel, en fait, il y a une sorte de vision d'après la mort. Il y a un mélange technologique, en fait. Et en gros, c'est qu'est-ce qui se passe quand les morts ne quittent plus la Terre. Et on ne parle pas de zombies. On parle vraiment pas de zombies. En fait, on parle de leur corps est détruit, mais leurs âmes restent sur Terre. Et ça a des conséquences absolument désastreuses. Et ça crée quasiment la fin du monde. Et c'est un jeu très, très particulier. Et je le conseillerais aux gens qui l'avaient laissé un peu de côté. Si vous aimez avoir un propos sur la mort, rentrez un peu dans l'histoire. Numéro 4. Numéro 4. Et je finirai là-dessus. En plus, je vais finir. Alors, je suis désolé, je ne veux pas plomber dans l'ambiance. Bon, en plus, tu le sais, Teddy, j'en avais parlé. Juste après la diffusion de l'émission, une semaine après, il s'avère que j'ai perdu une amie très, très chère dans un accident de voiture. C'était déjà très, très particulier puisque je passais mon temps à me balader, à parler à des médias de deuil, de gestion des obsèques, etc. Et je me retrouvais, évidemment malgré moi, confronté à ça de manière très, très directe à travers le décès d'Émilie, qui avait mon âge, qui avait 27 ans, accident de voiture. Les fameux, on ne pouvait pas s'y attendre, si tu veux. Alors, je sais que c'est des fois... ça fait un peu crisser les dents quand on dit ça, mais effectivement, oui, on est sur une mort accidentelle. Et j'ai assez salement vécu son deuil, je pense. Comme d'hab, j'ai chialé pendant 2 jours, ensuite ça allait bien, puis 2 semaines plus tard, je suis retombé au fond. Et en fait, je m'en suis sorti à travers une série qui m'avait été recommandée longtemps avant par un ami qui habite aux US, mais peu importe. Il m'avait recommandé une série il y a bien longtemps et je savais que ça parlait d'un mec qui traverse le deuil de sa femme et je me suis dit, bah tiens, perdu pour perdu et déprimé pour déprimé, je vais la mater la série. Et elle m'a fait un bien fou. Ça s'appelle Afterlife sur Netflix avec Ricky Gervais. Et c'est mon type d'humour parce qu'en gros, c'est un Ricky gros Gervais, cynique. de toute façon, est formidable de base. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Et donc, dans Afterlife, si je peux vous vendre le truc, je pense que ça doit se regarder. Vous le trouverez sur Netflix ou autrement. Et je crois savoir qu'il y a une version française pour ceux qui préfèrent. Mais juste pour donner le plot, en fait, le personnage de Ricky Gervais perd sa femme. C'est un gars qui est très enjoué, qui joue beaucoup sur l'humour. Et en fait, suite au décès de sa femme, du coup, il utilise un peu la dark side de son humour, c'est-à-dire qu'il devient extrêmement cynique. Et en fait, dans la mesure où, suite au décès de sa femme, à cause d'un cancer, je crois, dans le plot, il décide de se suicider. Et en fait, il ne va pas le faire. Et puisqu'il a décidé de se suicider, il considère qu'en fait, il peut bien raconter ce qu'il veut à qui il veut, que tout n'a plus aucune conséquence et qu'au pire, si jamais il est emmerdé par une situation, il se foutra en l'air. Ça, c'est le plot de la saison 1. Et en gros, qui est une réaction qui existe chez des gens. Et du coup, on va voir à la fois à travers de l'humour et à la fois à travers des choses très sensibles et très belles et jamais gnangnan, en fait, comment le mec arrive à traverser, comment on arrive à dealer très littéralement avec le décès de sa femme. Et c'est vraiment une très, très jolie série. Et personnellement, je la crédite totalement. La saison 1, que j'ai maté en une soirée, m'a sorti de l'état dépressif dans lequel j'étais suite au décès de mon ami. Donc voilà pour une dernière ressource sur le sujet. Merci beaucoup. La série, ouais, effectivement, elle est vraiment très très bien. C'est à la fois très juste, très fin et puis très drôle aussi. Quand même, c'est quand même c'est très Ricky Gervais, mais juste bien. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir laissé la parole, Teddy. Pendant sur 3h55. quelques minutes.
Exactement. Qu'est-ce que je vais faire de ma soirée là? Il y a déjà le loup qui rôde dehors, il fait nuit, tout ça. Terrible. Dis-moi, juste un mot pour conclure, peut-être. Si je te laissais le mot de la fin, Ouais. tu auras envie de dire quoi? Oh là là, comme ça, là, le mot de la fin, tu veux pas venir me challenger et m'expliquer que je suis un gros start-upper qui vaut 10 millions? Non, jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. Oh, je vais me faire défoncer après. Écoute, le mot de la fin, pour être, si on me permet juste de réfléchir un peu aux gens qui écoutent, en fait, tu sais quoi, je vais pas m'adresser aux gens qui écoutent. Je vais plutôt dire ce que j'ai compris d'eux et ce que j'admire en fait dans le domaine, c'est que et j'ai été pendant 4 ans à fond dans le domaine de la santé et ensuite je suis passé dans le funéraire. C'est-à-dire que si tu n'y connais rien, tu te dis que pendant 4 ans dans le milieu de la santé, j'étais entouré de gens très très intéressants qui étaient qui étaient voilà, vraiment focalisés et concentrés sur le fait d'aider des patients à aller mieux et que dans le funéraire, de toute façon, bon, tu vois, on traite des morts, ils sont morts, on va pas les faire revenir à la vie, c'est rempli de gens gris, etc. Et en fait, mon véritable plaisir, c'est que c'est l'inverse total. J'ai passé 4 ans dans la santé dans un contexte un peu dur où les gens se font la tête, où il y a des querelles entre les médecins, etc. Et ce que je trouve exceptionnel, et donc du coup, je vais plutôt. Je suis désolé, je ne veux pas faire langue de bois, mais c'est un peu pour rendre hommage rendre hommage, je ne sais pas comment dire, mais au secteur, c'est qu'en fait, à chaque fois que j'échange, Tu cherches des clients. non, justement, tu vois, je ne m'adresse pas, je ne dis pas venez voir chez moi, etc. Oui, parce que les mecs, je peux leur dire venez voir live, on fait des trucs bien et on se défonce la tête pour faire des trucs bien. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que je discute avec des pompes funèbres ou que je discute avec des gens comme toi, Teddy, et je vais inclure toutes les startups du funéraire que j'ai pu rencontrer et toutes sans exception avec lesquelles j'ai échangé. Personne n'est jamais là par hasard. Et il y a toujours une forme, si tu veux, de bienveillance inhérente et de jovialité qui fait que finalement, le fait que je m'appelle Live, je m'étais dit au début, ça va être super paradoxal et tout. Pas tant que ça. Exactement, pas tant que ça. Je suis désolé. Ouais, non. Et du coup, voilà. Donc, non, le mot de la fin sera juste pour dire que je pense qu'on a, et je parle pas que pour moi, je parle pour tout le monde, les nouveaux, les anciens, etc. Tant qu'on est de bonne volonté, qu'on essaie d'être vertueux, je pense que le secteur de ce que j'appelle le néo-funéraire ou la Destech, et j'inclus pas que les startups dedans, tous les gens je discute des fois avec des thérapeutes en libéral, etc. Je pense que collectivement, moi, je vous l'avais dit au début, j'avais envie de faire évoluer un peu tout le monde, un minimum en France pour démarrer, sur les sujets de la mortalité. Je me dis, je vais essayer un peu tout seul, tu sais, c'est un peu à la hussarde, voilà, je suis là, je vais faire ça et tout et tout. Et en fait, je me rends compte qu'on est plein à vouloir le faire et ça me rassure énormément parce qu'on est tous, j'ai l'impression, câblés à peu près pareil. On a tous une volonté de faire progresser et les familles et les gens dans leur propre deuil, etc. Même si on a des sujets super triviaux à gérer, les obsèques et les financements et machin, etc. Malgré ça, j'ai l'impression qu'on va vers le haut et je trouve ça absolument génial. Merci pour ce chouette mot de la fin, mon cher Lilian. C'était super intéressant de voir un peu l'envers du décor et voilà, et puis permettre aux gens qui te perçoivent que à travers l'émission, du coup, de te découvrir autrement. Et je pense que c'est important aussi. Et écoute, je te dis belle fin de journée, prends soin de toi et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, Teddy. Ciao. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur vos plateformes de podcast, Apple et Spotify. Vous pouvez également partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou simplement laisser un commentaire. Ça aide beaucoup Vivant à se faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de podcast, Facebook, Instagram, sur ma page LinkedIn @TeddyBroadley ou bien sur la chaîne YouTube du podcast @VivantPodcast. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode. Mon invitée sera Sarah Roubateau, anthropologue, auteure, écrivaine et artiste. Avec elle, nous parlerons de nos aînés, de nos vieux, comment prendre soin de nos vieux, quelle image la société en a et comment nous pouvons collectivement l'améliorer. Ça sera le sujet donc de Vivant, pas un épisode sur la mort, mais un épisode sur la vie. D'ici là, prenez soin de vous.